je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement. Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes. C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des scies, je coupe du bois. Mais... Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Jean-Louis Tour. Avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot jusqu'à minuit, comme tous les lundis. Avant d'accueillir nos drôles de dames, je vous rappelle juste quand même ce qui s'est passé ce soir dans les matchs de qualification, ou du moins une précision. On a le moins bon deuxième, c'est la Slovaquie. Merci à tous ceux qui nous l'ont envoyé. Voilà, eux n'iront pas en barrage. Pour le reste, tous les autres deuxièmes iront en barrage. Et donc ceux d'aujourd'hui, on sait que ce sera l'Irlande, que ce sera l'Italie, bon ça on le savait déjà, et la Croatie en attendant les matchs de demain. C'est le moment d'accueillir nos drôles de dames. Fred Hermel en Espagne. Salut Fred. Hola chicos. Simone Rovera pour l'Italie. Salut Simone. Ciao, buonasera, bonsoir. David Lorto pour l'Allemagne. Salut David. Il arrive dans une seconde. Et Philippe Auclair. Il est encore dans un avion, David? Moi, je suis dans l'avion, mais seulement pour faire les annonces. Je suis bien avec vous. Ça va, Philippe? Ça va. Est-ce que vous voulez les têtes de série pour les barrages? Vas-y, Daniel l'a demandé, vas-y. Ok, donc on a soit Portugal, soit Suisse, donc ça dépend du match de demain. Italie, Croatie et Danemark. Et ne seront pas tête de série, Suède, a priori, Irlande du Nord, République d'Irlande, et soit Grèce, soit Bosnie. Donc parmi les têtes de chapeau pour les barrages, Portugal ou Suisse, Italie, Croatie ou Danemark. Et pour la Coupe du Monde, l'Angleterre sera dans le chapeau numéro 2 pour le tirage au sort. Voilà. Serbie-Bosnie serait possible? Serbie qualifié direct. C'est vrai. Alors l'autre, il nous invente des matchs, lui. Mais du coup, pour l'Italie. Mais non, parce qu'il y a. Il veut des matchs intenses. Mais pour non, l'Italie, c'est abordable quand même. Pour des raisons politiques, il y a tellement de matchs qui S'il peuvent pas tombe jouer. sur la Suède ou l'air. Ouais, c'est pas gagné. Hein. Ah oui, ils en sont là, Ça va faire l'Italie. des beaux matchs. Hein. Ouais, je pense qu'ils en sont là. Italie-Suède. Suède, c'est un peu plus compliqué. Faut le voir. Et l'Irlande. Et l'Irlande sera chapeau 2. Enfin, dans le deuxième chapeau pour Oui, les donc ils barrages. peuvent tomber contre l'Italie, Philippe. Oui, c'est moins compliqué. Absolument. L'Italie pourra jouer contre la Suède, l'Irlande du Nord, l'Irlande, la Grèce ou la Bosnie. Voilà. Et l'autre info de la soirée, c'est donc que Gareth Bale n'ira pas en Russie. La Bosnie, ça oui, qui n'était pas là. Qui n'était pas là. Pauvre Gareth Bale qui était là dans les tribunes plutôt. Ah oui. Eh oui, Pays de Galles un petit peu limité ce soir, mais on en reparlera. Exactement. Dans ton avis tranché tout à l'heure, on débute avec l'Espagne, mon cher Fred. Quelle est la meilleure Liga du monde? La Liga Espagnola. La Liga Espagnola et la Sélection Espagnola aussi. Qui a gagné ce soir un match qui comptait pour du beurre, même si il peut être important, cette victoire 1-0 des Espagnols en Israël. Mais c'est bon le beurre, le bon beurre. Ah bah oui, moi j'ai été élevé au beurre de ma grand-mère. Ouais, D'accord. Ah oui, non mais je veux dire, moi je suis un vrai ch'ti. Pourtant t'es pas normand. Hein. Bah oui. Non mais dans le Pas-de-Calais on fait du beurre aussi, il y a des vaches. Moi j'étais élevé avec les vaches, ma grand-mère elle battait le beurre vraiment. Ah oui. Ouais, vrai de vrai à l'ancienne. Enfin bref, tout ça pour dire que moi mon avis tranché ce soir, c'est qu'après cette phase de qualification, après ces débuts, je vais dire presque parfait de Julen Lopetegui à la tête de cette sélection espagnole, je vais me permettre de dire quelque chose qui pourrait étonner certains, surprendre, voire énerver certains. Il y a bien longtemps que tu nous étonnes plus, tu sais. Mais j'ai des arguments pour dire que je pense que cette Espagne-là est plus forte que celle qui a gagné le mondial en 2010. Pourquoi? Tout simplement parce que celle de 2010, c'était surtout le Barça sans Messi. C'était une équipe qui était très forte en possession de balle, qui était très forte défensivement parce qu'elle ne laissait jamais la balle à l'autre. Mais qui marquait pas tant que ça la Coupe du Monde. Mais complètement. L'Espagne a été en 2010 avec les 1-0. le champion avec le moins de buts de l'histoire d'une Coupe du Monde. Moins de buts marqués. Donc, quand je refais un petit peu les petits calculs, je vois la différence de but, je vois l'attitude des joueurs, je vois les envies qu'il y a dans cette équipe, et puis je vois les résultats. Cette Espagne a une différence de but favorable au terme de ses qualifications de plus 33. 33 buts marqués, non pardon, 36 buts marqués, 33 encaissés seulement. Il n'y a que l'Allemagne qui fait mieux avec plus 39. Sinon, l'Espagne est supérieure à toutes les équipes qui ont joué cette phase de qualification. Ça fait plus de 3 buts marqués, 3 buts par match. On est loin du 1-0, du 1 partout avec tir au but en faveur de l'Espagne, etc. Même à l'Euro, c'était pas une équipe qui marquait beaucoup de buts. C'est une Espagne qui aujourd'hui conserve cette philosophie du jeu à la Barça avec une grosse possession. En plus,
mais qui a un petit peu plus de verticalité avec les madrilènes qui sont là. Quand on voit un Asensio, quand on voit un Isco, voilà, ce sont des joueurs qui ont peut-être plus tendance d'aller un peu plus vers l'avant, qui sont peut-être un peu plus verticaux. Et puis, surtout, il y a un avantage énorme quand on veut marquer des buts, c'est que sur cette phase de qualification, sur les 36 buts qui ont marqué, 14 buteurs différents. C'est là aussi quelque chose de très positif. Donc je pense que cette Espagne est plus forte parce qu'elle a plus, tiene más gol comme en espagnol, elle a plus de capacité à marquer. Et Fred, puis surtout, je peux me permettre juste, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, Fred. Alors attends, vas-y, finis Fred la vie et après ça va. Et je pense en plus que la jeunesse du sélectionneur, peut-être un peu meilleur tactiquement que Del Bosque. Je pense que Julen Lopetegui apporte un petit plus que Del Bosque, qui était un entraîneur un peu plus qui prenait pas de grandes décisions, qui était plutôt un accompagnateur des joueurs et d'un style. Je pense que Lopetegui a un petit plus quand des matchs risquent d'être compliqués. Donc cette Espagne pour moi elle est plus forte qu'en Tunis. Alors Pierre. Non, c'était juste une remarque. Alors je suis d'accord avec Fred, sauf que tu as quand même dans ton, alors c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Je répète, quand on est français actuellement, on sait que même les petits matchs pour marquer des buts c'est pas toujours facile, mais t'as un 8-0 contre la Macédoine, c'est ça? Le Liechtenstein, t'as un 5-0 contre l'Albanie, il me semble. Bon, mais t'as t'as surtout un 3-0 contre l'Italie quand même. Par contre, t'as un 3-0 contre l'Italie, mais t'as déjà, tu vois, une quinzaine de buts où honnêtement t'as personne en face. Alors je sais, faut toujours les jouer ces matchs et c'est bien de marquer des buts, mais simplement ça tronque un petit peu les chiffres. Enlève le groupe de l'Allemagne, avec l'Allemagne qui a plus 39. Regarde tous les autres groupes, c'est tous plus 9, plus 10, plus 11, plus 15. Attendez, excusez-moi, Fred, là tu te bases sur les qualifications. Ouais, bien sûr. Du coup, il se trouve que l'émission de ce soir, c'est la fin de la phase de qualification. Oui, mais de là à dire qu'ils sont plus forts que les champions du monde, qui eux ont gagné une grande compète, c'est ça qui me paraît un peu légèrement exagéré. Quelle qualification avait fait cette Espagne-là? Non mais attendez, on va pas là comparer. aussi, si on doit comparer les qualifications. Mais oui, mais est-ce que ça a beaucoup de sens de comparer les campagnes de qualification? Parce que Fred, c'est pas les mêmes non mais tu sais aussi tempérer en fonction de l'adversaire justement. L'Espagne championne du monde, elle avait aussi des cadres qui étaient bien meilleurs que les cadres actuels. Ah bon? Non? Bah dis-moi. Ah, t'as de la qualité quand même. Je sais pas, Xavi, Iniesta, Busquets. Bah Iniesta est toujours là. Iniesta est toujours là. Isco est pas l'un des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle au milieu de terrain. Ouais. Non, t'as du monde, c'est vrai que t'as du monde. Excuse-moi. Est-ce que Puyol a été vraiment remplacé? Et Ramos, c'est quoi? Ramos était là déjà. Non, Ramos était latéral en Coupe du Monde. Ouais. Mais tu sais quoi, moi, Fred, paradoxalement, j'aurais plus d'interrogations, mais tu y as répondu partiellement quand tu as dit qu'il y avait eu, je crois, 14 buteurs différents. Et Xabi Alonso. J'aurais peut-être plus d'interrogations sur le vrai buteur, justement, tu vois, le vrai numéro 9 de cette équipe. Alors finalement. justement, ce qui est intéressant, ce que tu dis là, et je m'attendais à ce qu'il faut surtout, c'est qu'il ne rappelle pas Diego Costa. Bon, après ce qu'il a fait cet été, pas sûr, on va voir. Mais en tout cas, on voit que cette Espagne-là, oui, elle a le même problème qu'à l'époque. Il n'y a pas de vrai numéro 9. Sauf que c'est peut-être pour ça qu'elle marquait les bas beaucoup. Sauf que là, on a des milieux qui marquent beaucoup. Parce que les Isco, les Asensio et tout ça, et ce sont des milieux qui, dans leur équipe, comme le Real Madrid, apportent beaucoup de buts. Donc c'est peut-être ça l'avantage. Un Xavi, Iniesta, ça marquait pas énormément de buts. Les Asensio, les Isco surtout, parce qu'Asensio a priori, bon, c'est un remplaçant plus, voilà. Mais il y a tellement d'alternatives dans cette équipe. Sincèrement, quand je regarde moi ce qui a été fait, et j'ai une confiance énorme en ce magnifique sélectionneur. Après, je vais mettre un bémol, et c'est vrai que pas mal de gens me le disaient sur Twitter, et ils avaient raison. Dans quel état physique ils arriveront en fin de saison, parce que les équipes espagnoles vont loin en Coupe d'Europe, et à un moment ça pèse sur mais sur les organismes. Comme les joueurs allemands qui jouent un peu partout, comme les joueurs français qui jouent un peu partout, finalement. Mais la France n'est pas une favorite de la Coupe du Monde. Non, c'est certes, mais tous ceux qui sont favoris ont des joueurs qui jouent dans les équipes qui vont loin en Ligue des Champions. La France est l'un des favoris de la Coupe du Monde. Non mais c'est de l'humour. C'est pas de l'humour du tout, c'est chez les bookmakers dans le monde entier. Mais chez les bookmakers, d'accord, oui. Après, les bookmakers reflètent les avis des parieurs. Dis-moi Philippe, ils se basent sur quoi les bookmakers? Sur les paris qui sont mis sur l'équipe de France, tout simplement. Ah oui, d'accord. Donc la France est un pays des parieurs. Sur les paris. C'est les paris qui sont dans. C'est sur les paris, donc les mecs, sur quoi ils misent quand c'est comme ça, ils regardent les joueurs, ils font les joueurs. C'est pas du football. Même si j'ai adoré les joueurs, c'est du pari. Même si j'ai adoré le débat en première heure, on va pas le refaire sur le potentiel de l'équipe de France. Mais Daniel, qu'est-ce que tu penses de l'avis de Fred? Moi, je sais pas s'ils sont meilleurs
dire qu'en 2010, ce que je sais, c'est que c'est une super équipe et qui, à mon sens, a tout pour gagner la Coupe du Monde. Déjà, il n'y a pas un défaut dans cette équipe. Elle est parfaite, elle est enthousiasmante. Je la trouve super, quoi. Voilà. Je pense que le match contre l'Italie a bluffé tout le monde. Espagne et Allemagne, voilà. Et je rappelais tout à l'heure, avant que tu arrives, Fred, que il y a un an, au moment de l'Euro, tout le monde avait déjà creusé la tombe de l'Espagne. On devait vous revoir en 2050. Ouais. Mais il y a après la défaite contre l'Italie, si tout s'était arrêté en Espagne, on ne jouait plus au foot. Mais parce que les gens ne regardent pas assez les matchs et parce que les gens ne voient pas les générations qu'il y a derrière. Vous savez, c'était un match important ce soir d'un point de vue émotionnel pour 7 joueurs de la sélection et le sélectionneur, puisqu'il a 4 ans en Israël, ils ont gagné l'Euro. Et il y en a 7 maintenant qui font partie de l'équipe. Voilà, les De Gea, les Yaramendi, les Isco, tout ça, ils étaient les Rodrigo ont gagné l'Euro avec Lopetegui. Donc c'est comme si, voilà, c'est une évolution très positive. Et Lopetegui a vraiment fait une petite révolution en incluant Thiago Alcantara aussi, en incluant des joueurs qui deviennent essentiels et qui étaient des espoirs il y a 4 ans. Et plus qu'une révolution, c'est même la continuité finalement. C'est une révolution dans la continuité parce qu'il n'a pas viré les cadres. Mais enfin, si, il a viré Casillas. Ça, c'est première décision avec beaucoup d'autorité. C'est un entraîneur autoritaire, Lopetegui. Mais j'insiste, on sait très bien que l'Espagne, la grande Espagne, ne marquait pas beaucoup. Et là, elle a beaucoup de buteurs différents et elle marque beaucoup. Ce qui me rend optimiste pour cette équipe. Les petites histoires avec Piqué, là, c'est fini, c'est oublié? Il était suspendu aujourd'hui, donc ça a arrangé tout le monde. Oui. Après, l'Espagne ne va plus jouer de match officiel à domicile. Maintenant, c'est jusqu'à la Coupe du Monde. Voilà un carton intelligent. Ouais, donc oui, je ne sais pas s'il a provoqué ou pas. En tout cas, mais bon, moi je pense quand même que Piqué doit quitter la sélection parce qu'il ne pourra pas s'empêcher de faire des tweets. À un moment, moi je pense que quand tu veux être champion du monde, il faut être serein. Et Piqué, il a tellement tendance à attirer l'attention sur lui parce que ce week-end, on a très peu parlé de la qualification. On a surtout parlé des sifflets à Piqué. Vous vous rendez compte quand même, c'est quand même pas mal d'aller en Coupe du Monde et voilà, et ça détourne tellement l'attention, ça perturbe tellement que je pense que Piqué est un élément perturbateur de cette sélection et qu'il devrait quitter la sélection. Moi je vais pas changer mon avis de la semaine dernière. Jonathan nous rejoint. Oui Philippe. Juste une chose, on est bien d'accord que l'Espagne a battu Israël ce soir, hein? Oui. Il faut quand même signaler le fait qu'on a vu pour Israël la 100e sélection d'un joueur qui a un parcours extraordinaire. Ronnie Rosenthal. Yossi Benayoun. Yossi Benayoun, ah oui. Yossi Benayoun, qui reste le seul joueur de l'histoire à avoir marqué un triplé. C'est une réponse à une question de quiz que je pose souvent, qui est le seul joueur à marquer un triplé en Coupe de la Ligue, en FA Cup, en Ligue des Champions et en Championnat d'Angleterre. Yossi Benayoun sur sa 100e aujourd'hui, 19e saison en équipe nationale d'Israël. Donc chapeau Yossi, bravo. Ah ouais, voilà, je voulais. Non mais t'as raison de le souligner parce que c'est un joueur. On l'aime bien en Espagne. Oui, c'était oublié depuis les années 2000. C'est un Santander, voilà, c'est ça. Exactement, au Racing Santander. Et c'est un super joueur, bien entendu. Il termine sa carrière au Betar Jérusalem, et moi, je suis étonné de le voir encore jouer, quoi. Et il reste des qualités techniques supérieures. Non, mais qualités techniques supérieures, c'est un super joueur, quoi. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Pour moi, c'est Liverpool. Je me souviens de lui à ce moment-là, quoi. West Ham aussi, enfin beaucoup d'autres. Chelsea, il a joué à Arsenal également. C'est Liverpool, pardon. Oui. Tu fais ce que tu veux, mais on a le droit de rappeler aussi les clubs qu'il y a derrière. Mais il a été recruté par Liverpool parce qu'il faisait de belles choses en Espagne avec le Racing. Très bien. Jonathan nous rejoint, supporter de l'Espagne au 32-16. Salut Jonathan. Bonsoir tout le monde. Salut Jonathan. Ciao. T'es d'accord avec Fred, cette équipe est meilleure que cette championne du monde? Je n'ai pas envie de gâcher son enthousiasme parce que j'aurais envie que l'Espagne retrouve un petit peu ses belles années. Après, c'est vrai que je le trouve un peu... c'est Fred, il est un peu dans l'exagération, je pense. Mais après, c'est chacun son point de vue. Plus 33 différences de but. Oui. Fred, on me signale qu'en 2010, c'était 10 matchs, 10 victoires, l'Espagne, en phase de qualif. Et la différence de but, parce que Fred, il compte. Et la différence, c'était 28 marqués, 5 encaissés. C'est plus 23, t'as raison. 10 buts de moins. Je pense qu'à part l'Italie, effectivement, les adversaires méritent quand même qu'on attende un peu de voir. Maintenant, c'est vrai que il y a quand même eu 2008, 2010, 2012, 3 compétitions internationales gagnées par une équipe dont le noyau dur était toujours le même, avec une force qui était le milieu de terrain. Xabi Alonso, Busquets, Iniesta, Xavi, ok. C'était effectivement la puissance du Barça de joueurs et qui jouaient essentiellement ensemble toute l'année. Donc c'est vrai que le collectif était très fort.
Après, effectivement, l'équipe de cette année, elle a un peu plus de folie, elle a un peu elle est moins facile à lire puisque forcément, c'est pas que la possession de balle. On a des joueurs comme il s'appelle Asensio, qui est capable de frapper de 25-30 mètres et de créer un peu d'effet de surprise. On a Isco qui a les jambes en feu et qui effectivement apporte quand même ça devant. On a effectivement un 9, Morata, qui fait un début de saison avec Chelsea qui mérite d'être confirmé, mais en tout cas c'est assez impressionnant. C'est vrai que l'Espagne était connue pour jouer sans 9. Bon, en 2008 il y avait Torres un peu, mais voilà, effectivement. Moi je parle de la Torres un peu, Torres beaucoup. Mais je parle quand même. Et même 2010, ils ont encore Torres et David Villa. Hein. Oui, mais c'était un peu un sujet de conversation. On jouait avec. Tout ce que je veux dire, c'est que le noyau dur de cette équipe de 2010 et qui a gagné aussi 2008 et 2012, ça reste quand même une base qui reste à peu près la même. Ensuite, on a vu les cadres dépérir peu à peu. Je suis d'accord sur le fait que Puyol n'a pas vraiment été remplacé, même si Ramos a pris la place de cadre en défense et c'est devenu un des meilleurs défenseurs du monde, il n'y a pas de débat. Piqué, bon, on verra un peu ce que ça donne cette histoire avec Piqué, la Catalane. Forcément, on verra si ça dure ou pas. Mais bon, il reste Ramos en défense en noyau dur. On a quand même un milieu de terrain. Carvajal, excuse-moi, est-ce que tu te rappelles du latéral, des latéraux du mondial 2010? Mondial, il y avait Ramos et Capdevila. C'était Ramos et Capdevila. Mais Capdevila joue la finale. Et Capdevila, excuse-moi, aujourd'hui c'est Carvajal et Jordi Alba. C'est mieux quand même, non? Capdevila, c'est pas 2008. Capdevila était ici en Coupe du Monde. Ah non, il fait la finale, je me souviens. Il joue pas à gauche, Capdevila surtout. Mais c'est ce qu'il vient de dire. Alba, il joue en 2012. Mais en tout cas, il joue pas beaucoup. Non, là maintenant, il demande, pas à l'époque, là maintenant. Non, mais là maintenant, ce sera Carvajal. L'équipe titulière, c'est Carvajal et Jordi Alba. C'est des joueurs extraordinaires quand même. Enfin, je sais pas. Carvajal, ils ont inspiré du quota, mais ils sont bons. Mais ça, tout le monde a raconté n'importe quoi. C'est un truc anodin. C'est un truc anodin qui lui, c'est pas une maladie cardiaque, c'est une simple inflammation de la plèvre qui se guérit avec du paracétamol. Donc, il faut simplement beaucoup de repos. Et il devrait pouvoir reprendre l'entraînement cette semaine. Donc, non. Busquets, il est en train de retrouver un bon niveau avec le Barça. Enfin, moi, je regarde, je tourne dans tous les sens. Thiago Alcantara est au top au milieu de terrain. Voilà, il y en a. Non, mais voilà. Cette équipe, finalement, t'es d'accord avec moi? Non, je dis juste que cette équipe est pleine de potentiel. On a vu l'équipe de la sélection baisser de niveau, bien évidemment, ces dernières années. Elle n'a pas que le potentiel, elle fait des choses aussi. Hein, 2018, ça peut être la confirmation. C'est vrai que la chance de Lopetegui, c'est quand même qu'il a eu cette équipe. Il connaît tous les jeunes et effectivement, c'était le sélectionneur idéal pour passer un petit peu des vieux de la vieille au renouveau de cette sélection. 2018, pour moi, ça va être une confirmation. Peut-être attendre vers 2020 pour arriver au summum avec des joueurs qui seront en plein... vraiment à l'âge de maturité. Mais voilà, 2018, mais j'ai qu'une envie, Fred, c'est que tu as raison, 2018, on retrouve la sélection comme on l'a connue, avec un football qui faisait rêver tout le monde, il y avait personne qui pouvait... Mais qui ennuyait parfois certains. Il manquait un petit peu de folie. Il y a plus de folie. Il y a plus de folie là, oui. Oui, il y a plus de folie, je suis d'accord. C'est l'équipe qui peut plus surprendre, qui cette grande équipe de 2010 est déjà dépassée par aujourd'hui, je trouve que c'est un peu prématuré. C'est tout ce que je voulais dire. Ok. Jonathan, merci d'être venu dans l'after. Et à très bientôt. Dans un instant, l'avis tranché de Philippe Auclair sur son Pays de Galles, Irlande du jour et sur le niveau global de ces matchs de sélection et celui de Simone Rovera sur Ventura et l'Italie. À tout de suite dans l'after.